beaucoup. Donc, je confirme, c'est des concepts simples et des outils un peu complexes. Moi, je vais vous présenter un projet qui est donc un projet de RH. Pour l'instant, on est qu'au stade de projet, hein, on ne sait pas du tout si ça va être accepté. Donc, le principe et le projet s'appelle Smart Graph. L'objectif, c'est de réfléchir à l'utilisation de machines de perfusion normothermique oxygénées pour pouvoir améliorer globalement la prise en charge des patients que l'on transplante. L'idée, c'est que on est aujourd'hui avec un nombre de transplantations qui augmente au sens large. Hein. On est toujours en problème de pénurie de greffons, mais il y a de plus en plus de greffons, et il y a de plus en plus de greffons parce qu'en fait, on va chercher des greffons de plus en plus âgés, des greffons limites, des greffons stéatosiques. Et on est aujourd'hui avec une nécessité de trouver une réponse à cette crise qu'on connaît tous de différence entre le nombre de greffons qui augmente et le nombre de donneurs aussi. Donc il y a trois possibilités pour augmenter pour augmenter le système et pour que ça marche mieux. C'est d'aller chercher des donneurs plus âgés, avec des donneurs plus vieux, plus stéatosiques, avec des arrêts cardio-respiratoires. De plus en plus, on va chercher des patients qui ont des Maastricht 3, donc des organes qui ont souffert. Et à partir du moment où on va chercher ces greffons, se pose la question de l'utilisation de machines de perfusion qui seront là en fait pour aller sélectionner et peut-être réparer des organes qu'on mettrait sur des machines. C'est des outils qui sont encore assez peu développés dans le domaine du foie, qui se sont développés pas mal dans le domaine du poumon, et on va en reparler, et qui sont développés depuis assez longtemps dans le domaine du rein. Mais jusqu'à présent, c'était surtout des outils pour conserver les organes, mais sans faire de vraie sélection et surtout de réparation. Et la question, c'est si on arrive à mettre en place ces organes, ces machines, est-ce qu'on sera capable de changer complètement la manière de faire de la transplantation? Pourquoi? Parce que ces machines de perfusion normothermique, eh bien, elles changent complètement l'approche du transplanteur, parce qu'on transforme une activité urgente qui est la transplantation, où on est tout le temps en train de courir après l'ischémie froide, en activité réglée, si on peut conserver longtemps ces organes sur des machines. Donc ces machines, c'est surtout celles-là qu'on va utiliser, donc des machines de perfusion normothermique oxygénée, par opposition à des machines hypothermiques, parce que le problème des machines hypothermiques, c'est qu'il n'y a pas de métabolisme, et on ne peut donc pas évaluer fonctionnement des organes et appliquer des traitements comme on va le voir dessus. Donc on s'est concentré là-dessus, avec déjà une efficacité partiellement démontrée dans le foie et le poumon. L'objectif, c'est vraiment de mettre un organe sur une machine où la machine va être comme un bonhomme en dehors d'un bonhomme pour pouvoir évaluer la fonction de l'organe, puisque c'est une machine qui fonctionne avec du sang et de l'oxygène. Donc là, ce modèle que je vous montre, c'est un modèle qui a été développé par une société anglaise qui s'appelle Organox, qui a donc développé cette machine qui est la Rolls-Royce des machines de perfusion, hein, donc avec du sang, un oxygénateur, une prise de pression qui permet donc de faire de la vraie réhabilitation de l'organe. Il y a une étude de phase 1 qui a été faite en Angleterre avec cette machine qui a montré qu'on pouvait conserver des organes sur ces machines avec des résultats qui étaient très bons par rapport à des greffons, à des préservations classiques en cold storage, avec sans machine de perfusion. Et donc l'idée du Smart Graph, du projet Smart Graph, ça a été de considérer que finalement ces machines de perfusion, elles sont déjà là. Donc ça, c'est vraiment l'élément important. On n'a pas voulu fabriquer de nouvelles machines de perfusion parce que ces machines de perfusion existent déjà. Et l'idée, c'est de se dire, on va prendre ces machines de perfusion et on va essayer de les améliorer dans leurs utilisations. Alors, améliorer leur utilisation, c'est qu'en fait, on a pour objectif de rajouter sur ces machines de perfusion des outils innovants qui vont permettre d'améliorer l'évaluation du greffon sur machine pour créer une véritable nouvelle situation. Il y a le in vivo, il y a le in vitro. Là, on va créer le in machina, qui est une situation où on va pouvoir très très précisément évaluer un organe sur une machine pour pouvoir, une fois qu'on aura mis cet organe sur la machine, appliquer des thérapies innovantes
de manière à pouvoir réparer ces organes et peut-être ensuite même les optimiser. Et on va voir qu'on a un objectif de faire régénérer des fois sur une machine, avec évidemment, et on rejoint tout à fait la présentation précédente, si on arrive à faire tout ça, il y aura évidemment des impacts éthiques et médico-économiques qu'on voudra étudier dans ce projet. Donc en fait, pourquoi on a monté ce projet? C'est parce que c'est la réunion de deux gros centres, un centre de transplantation hépatique auquel je travaille, qui est l'hôpital Paul Brousse, et le centre Marie-Laine Long, qui est un gros centre de transplantation pulmonaire. Et en fait, on a déjà une étude qui va commencer dans le domaine de la perfusion d'organes normothermique avec des foies marginaux, qui est une étude portée par le guichet unique de l'assistance publique. C'est une des premières études finalement qui est portée par le guichet unique d'innovation, qui a été financée par l'assistance publique, avec un objectif qui est d'évaluer ces machines de perfusion sur des foies stéatosiques pendant 2 ans. Et ça, c'est en fait l'étude préliminaire de Paul Brousse. Et à la suite de ça, on va construire notre essai en prenant ça comme base de travail. Et ici, Marie-Laine Long qui a déjà travaillé sur les machines de perfusion pour pouvoir évaluer des organes avant de les transplanter, parce que l'évaluation d'organes en transplantation pulmonaire est fondamentale. Pourquoi? Parce que si on se trompe et qu'on met un organe qui ne fonctionne pas, on ne peut pas transplanter les malades, meurent. C'est pour ça que c'était particulièrement important d'avoir des machines qui permettaient d'évaluer des organes dans le poumon, où c'est encore plus important que dans le foie. Alors, l'idée, c'est qu'on avait des datas préliminaires à travers un NR texan que j'ai porté sur l'utilisation en particulier de la caméra à verre d'endocyanine pour pouvoir évaluer la perfusion des organes sur ces machines pour essayer de mieux comprendre la bonne vascularisation du foie sur la machine et d'optimiser la perfusion à l'organe. Donc en fait, on a développé des modèles mathématiques avec l'INRIA qui permettent de mieux comprendre les liens qu'il y a entre la perfusion et la fonction. Donc on va appliquer ça sur ces machines. On va appliquer aussi des outils qui ont été développés par l'Institut iCube à Strasbourg, qui utilisent la lumière pour pouvoir caractériser l'état des tissus, en particulier l'oxygénation et la désoxygénation des tissus avec uniquement la lumière. Et puis on va rajouter encore sur ces machines des outils qui sont de l'échographie extrêmement précise développée par le laboratoire Langevin et en particulier Michael Tanter, qui est capable d'avoir avec des échographes des structures comme ça. On va pouvoir donc caractériser de manière extrêmement précise la microvascularisation à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'idée est aussi d'utiliser sur ces machines de perfusion des outils qui sont de l'endomicroscopie confocale qu'on passerait à travers les voies biliaires ou à travers les veines hépatiques en ce qui concerne le foie, puis à travers les bronches en ce qui concerne le poumon, pour pouvoir évaluer en temps réel l'histologie du foie ou des poumons, puisqu'on aura comme ça des analyses histologiques temps réel de ces organes sur machine. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre des outils extrêmement performants, qui vont à un certain prix évidemment, sur ces machines pour être capable de mieux caractériser les organes, pour dire l'organe qu'on a mis sur machine, on peut maintenant l'utiliser, il fonctionne tout à fait correctement, il fonctionnera très bien. Évidemment, on va essayer de réparer ces organes sur des machines avec des protéines qui ont été développées dans le laboratoire. Cette protéine, c'est une protéine qui a été développée pour traiter l'hépatite aiguë grave, qui a un effet antioxydant très fort, et donc on va utiliser cette protéine en association avec des cellules mésenchymateuses qui sont développées chez Ingesteb pour pouvoir justement traiter les problèmes d'ischémie en perfusion, en particulier liés à des foies stéatosiques qu'on va mettre sur des machines. Donc l'objectif, c'est donc d'optimiser ces machines de perfusion avec des nouveaux outils pour pouvoir mieux surveiller les organes, pour faire vraiment une nouvelle situation qui est le lead machina, de développer dans cette situation lead machina des nouvelles biothérapies qui sont des associations de protéines recombinantes et de cellules souches pour pouvoir peut-être même faire des organes 2.0 qui seraient des organes améliorés, soit régénérés, soit transduits avec des gènes en ce qui concerne le poumon, et avec un objectif derrière qui est d'évaluer le business model qui pourrait avoir lieu si on utilisait ces machines de perfusion comme outil quasiment systématique pour faire de la transplantation. On va donc développer des nouveaux outils, développer des nouveaux produits actifs pour traiter les patients. Donc voilà comment s'organisent les différents work packages. Il y a un premier work package qui est vraiment la fabrication des outils pour améliorer la stratification des organes, pour considérer qu'un organe est correct ou pas, et peut-être utilisé ou pas, en sachant qu'on a pour objectif de pouvoir utiliser ces outils pour pouvoir évaluer aussi
la réparation des organes. La réparation des organes et donc le Work Package 2, qui sont une association, comme je vous disais, de biothérapie et de cellules souches, enfin de protéines recombinantes et de cellules souches sur des foies, en particulier stéatosiques, où on utiliserait donc les outils qu'on a développés là pour voir si les choses fonctionnent. Dernière chose, le Work Package 3, qui est un objectif de faire de l'optimisation de greffon, et là on pourra faire régénérer des fois sur des machines. Et le quatrième, qui est donc porté par Orthopédémique, qui est d'évaluer l'impact que va avoir en termes de coût d'unité, de coût d'efficacité justement de ces machines, qui peuvent complètement modifier la manière dont on ferait des prélèvements d'organes, puisqu'on transformerait une activité froide, urgente, en activité froide. Donc un tout petit peu en détail, on va commencer par vraiment du modèle chez le porc, en utilisant ces différentes des foies de porc qu'on va mettre sur des machines de perfusion, des foies et des poumons, puisqu'on va utiliser des foies et des poumons, et on va utiliser ces 4 outils qui sont l'endomicroscopie confocale, l'échographie ultra-haute-fréquence, l'ICG, et puis la lumière associée à des algorithmes pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionnent les organes sur machine. Ensuite, on va valider ces organes, et alors là c'est particulièrement intéressant parce que l'idée est de pouvoir utiliser des greffes, des patients qui sont transplantés du foie et de récupérer des organes qu'on mettrait sur des machines de perfusion. On a pour objectif de vouloir utiliser comme un outil expérimental, enfin un organe pour une phase expérimentale, un organe qui normalement va en anapathe. C'est-à-dire que l'idée c'est de prendre l'organe du patient qui est traité pour une maladie du foie et avant que ce foie ait en anapathe, le mettre sur des machines de perfusion pour voir si justement on ne peut pas améliorer et accélérer l'utilisation de ces nouveaux outils. Le deuxième Work Package, c'est donc un Work Package qui consiste à faire de la réparation d'organes sur cette machine. Donc la réparation d'organes sur cette machine, on a différents candidats qui sont soit des protéines, soit des cellules souches. Initialement, on va tester sur des rats, des petits animaux, sur le poumon, parce qu'il n'y a pas le foie, sur le poumon, ces différentes modalités. Et une fois qu'on aura validé la meilleure modalité, eh bien, on va récupérer des foies de porc à qui on va faire de l'ischémie. Sur ces machines de perfusion, on va tester ces médicaments, cette association de médicaments. Et là encore, on va, une fois qu'on aura confirmé que ça fonctionne, prendre des foies humains explantés, qu'on mettra sur les machines de perfusion et qu'on va essayer de réparer, même si évidemment ces greffons ont pour objectif de terminer en anapathe, on va vouloir essayer d'utiliser cette situation in machina pour pouvoir tester de nouveaux médicaments. Et ça, je pense que c'est particulièrement important parce que ça ouvre une nouvelle sphère totale dans le domaine de la pharmacologie si on est capable de tester des médicaments sur des machines de perfusion normothermique. L'objectif, in fine, c'est de commenter une étude de phase 1 où on va utiliser des foies stéatosiques en utilisant cette fois-ci les biothérapies en plus uniquement l'organe oxymétra qui sera utilisé pour voir si on est capable de pouvoir justement améliorer et utiliser des organes qu'aujourd'hui on met à la poubelle grâce à ces méthodes de conservation innovantes. Le troisième Work Package, c'est de l'optimisation. Donc on dépasse la réparation. Au départ, on a sélectionné les organes avec des outils. Ensuite, on les a réparés en utilisant justement les outils pour évaluer l'efficacité de cette réparation. Le troisième Work Package, c'est de l'optimisation. De l'optimisation, ça veut dire que une des options en transplantation, en particulier hépatique, c'est le donneur vivant en particulier le foie gauche. Lorsqu'on fait un donneur vivant de foie gauche, on prend un petit morceau de foie. Ce petit morceau de foie, il est souvent insuffisant pour le volume, la taille et le gabarit de receveur, raison pour laquelle on a pour objectif d'essayer de mettre ce foie sur une machine, de manière à le faire régénérer sur une machine avant d'aller l'implanter sur un malade. Donc on va évidemment commencer avec des porcs. On va essayer de mieux comprendre comment on peut conserver pendant très longtemps des organes. Donc là, il y a une idée qui est d'utiliser cette machine en association avec une perfusion de reins et de poumons pour essayer de vraiment faire ce qu'on appelle un biopic, c'est un humain en dehors vraiment une physiologie quasiment normale. Ensuite, essayer de faire régénérer un foie de porc sur une machine, et puis on terminera peut-être avec un foie humain qui sera utilisé, un morceau de foie humain pour essayer de le faire régénérer sur une machine. Alors l'impact
organisationnelle et gérée par Hospidemic. Je vais laisser Jean-Claude en dire 2-3 mots, ou Lise Rochet. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir évaluer si tous ces outils qu'on va rajouter, tous ces moyens pour stratifier les organes, vont permettre et seront efficaces finalement pour pouvoir utiliser l'organe que l'on n'utilise pas, outre le fait, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, on rejoint exactement la conférence de tout à l'heure, et la particularité, c'est que ces machines de perfusion font complètement changer l'utilisation, la transplantation. Pourquoi? Parce qu'on est capable de conserver probablement des organes jusqu'à 24 heures, ce qui va complètement changer le workflow de la manière dont on va faire de la transplantation. Puis vous voyez ici un iPhone sur lequel on voit les paramètres et le chirurgien est chez lui, il regarde son greffon qui est en train de se faire réparer sur la machine. C'est un énorme consortium qui fait intervenir évidemment l'espace public, l'INSERM, l'Université Paris-Sud, les différents partenaires industriels, Flux Optique pour fabriquer ces machines avec un verminocyanine ICG, MID qui permet de moduler la pression portale, Molecular Technologies pour le visio, Chronolife qui est une petite start-up qui justement fait des mathématiques pour essayer de mieux comprendre l'intégration de tous ces problèmes, différents partenaires académiques, en particulier l'école économique Paris, la via Hospidemic. Et voilà, donc la réponse la réponse déjà c'est l'oral, et puis ensuite on verra pour la suite, et voilà. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux qui a été qui a fait intervenir plein de gens qui ont appris à travailler ensemble. On a mis le bateau sur l'eau, maintenant il faut qu'il navigue. Je pense que l'objectif n'est pas de présenter le Work Package 4, je voudrais dire qu'il est co-dirigé avec Olivier Lecault, de Centrale Supélec. Et je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on puisse faire en sorte que Benoît parle d'une des parties du Work Package 4, qui est justement la façon dont il va utiliser la valeur de l'information une fois que le projet a été présenté. Donc c'est vraiment dans le temps qui nous reste. Je pense que c'est important à la fois de saluer tous ceux qui ont travaillé, donc Jean-Claude bien sûr, Daniel qui est là aussi, donc bien sûr Olivier, Julie Chevalier, donc toute une équipe qui est effectivement fédérée sur le Work Package 4, mais je pense que l'important c'est peut-être demander à Benoît de nous illustrer, puisque c'était l'objectif, la façon dont il va utiliser dans l'une des composantes du Work Package 4, donc la troisième, la valeur de l'information. Et donc le projet en tant que tel, vous avez vu, il est très amont. Hein. Enfin, c'est des machines pour lesquelles l'usage dans les pratiques de soins sont encore... voilà, c'est pas tout de suite, hein, quand même. Hein, voilà. Le rêve, c'est pas pour demain. Hein. Mais en France. Voilà. En France. C'est-à-dire que là, on parle de quelque chose qui, en Angleterre et dans les pays du nord de l'Europe de manière générale, est quelque chose qui est en train de devenir qui est en pratique clinique. En France, les machines de perfusion normothermique oxygénée ne sont pas encore arrivées, et l'objectif c'était de parler sur le fait qu'elles allaient arriver rapidement et d'améliorer l'utilisation de ces machines. Donc voilà, et donc on est sur un dispositif quand même qui est encore voilà, très amont, enfin, sur lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc l'idée, nous, c'est qu'on est parti d'un modèle dans lequel il y a une mise en évidence, hein, dans un modèle coût-efficacité assez standard, finalement, de l'arbitrage entre le délai d'attente à la perfusion, enfin, à la transplantation, versus finalement, éventuellement, un pari sur la qualité du greffon. Et donc, de partir de ce modèle-là et de venir sur ce type de modèle, donc d'approche populationnelle, de se dire quelles sont les incertitudes qu'il faudrait arriver à lever assez facilement pour que, à un moment donné, l'intérêt de ces machines soit donné. Donc, en fait, l'idée ici, c'est d'utiliser la valeur de l'information un peu comme un accompagnement du projet, c'est-à-dire de le faire au fur et à mesure, et de dire, finalement, il y a des paramètres pour lesquels on n'a pas de données, mais probablement on peut recueillir des avis d'experts, on peut aller voir les expériences étrangères, voilà. Et comment, finalement, la stratification des patients, les nouvelles thérapies qui peuvent être... Voilà, comment finalement tout ça... quelles sont les études qu'il faut conduire pour qu'à un moment donné, ceci devienne quelque chose de pertinent et de mise sur le marché. Voilà, c'est un peu cette approche-là de la valeur de l'information qui est utilisée finalement tout au long du projet, en accompagnement du projet. Alors, voilà, c'est un peu ça. Je crois qu'Olivier veut intervenir, il était là depuis le début. Voilà. Oui, et juste pour compléter, mentionner le fait qu'on est présent à vos côtés de façon, je pense, assez complémentaire, puisque nous, on va s'intéresser à
ce qui vous a été présenté sous l'angle du génie industriel, c'est-à-dire d'une analyse extrêmement fine des processus existants et des éventuels processus cibles tels qu'ils pourraient être affectés par l'utilisation de ces machines. Et quand je dis analyse fine, c'est en s'intéressant vraiment à toutes les parties prenantes, de l'infirmière à la chaise, j'allais dire, enfin, l'ABM, etc. Donc il s'agit de modélisation, donc là, pas du tout économique, mais purement organisationnelle, j'allais dire. Et c'est vrai que le focus, même si on se limite déjà au champ de l'hôpital, c'est-à-dire des gens qui vont opérer, cette modélisation, je crois que jusqu'à présent, on n'en a jamais fait d'aussi ambitieuse, en tout cas. Donc on est très excités aussi à cette idée de pouvoir apporter des outils de génie industriel et de recherche opérationnelle sur ce sujet. Sachant que les deux types de modèles vont se répondre, puisque oui, la modalité d'organisation va nous, on n'a pas de sous, on méconnaît les aspects financiers, on peut les réinjecter justement ensuite, mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de se dire finalement quel va être l'impact sur l'organisation de l'opération, de la transplantation, quel impact ça va avoir sur les personnels, et quelle organisation cible pourrait être la plus adaptée pour faire en sorte que tout ça se passe bien. Oui, c'est très concret, je vais raconter l'histoire très simple. Ce matin, tout ça que je suis en retard parce que j'étais au bloc opératoire en train de transplanter un malade, et en fait, pour des problèmes d'organisation, on a modifié l'heure de mise au bloc d'un transplanté. C'est-à-dire qu'on a décidé de décaler un tout petit peu la mise au bloc du transplanté pour éviter que le personnel travaille la nuit afin qu'il puisse travailler le jour. Sinon, on modifiait complètement le programme du jour, il y avait une seule transplantation et tout le reste du programme 3 était annulé. Ça, c'est la réalité clinique, c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une réponse d'un greffon à 5 h du matin et j'ai dit, ça va bien se passer, ça ne va pas être compliqué, donc on va mettre le greffon un peu plus tard. Donc, j'ai pris 2 heures d'ischémie. Et 2 ou 3 heures d'ischémie, en sachant que c'était quelque chose qui était tout à fait raisonnable. Le problème, c'est que le malade que je voulais transplanter, lorsque j'ai ouvert le ventre, je suis tombé sur un cancer, qui était en dehors du foie. Raison pour laquelle je n'ai pas pu utiliser le greffon que j'avais. Donc j'ai appelé évidemment l'agence de médecine. L'agence de médecine m'a dit, on est déjà à 7 heures d'ischémie, donc on ne prend pas ce greffon, parce que personne n'en voudra, vous en faites ce que vous voulez. Donc il a fallu qu'on trouve un deuxième receveur dans le pool qui a dû venir en urgence, et la transplantation était en train de commencer. On va terminer la transplantation avec 14 heures d'ischémie. Donc je pense que ça va bien se passer, mais ça illustre parfaitement bien le fait que ce greffon, si on l'avait mis sur une machine de perfusion, eh bien, c'était tranquille, on le mettait sur la machine de perfusion, le premier était pas, eh bien, on pouvait faire même demain matin la consultation. Donc le fait de transformer une activité urgente avec des incertitudes qui en activité froide, ça va complètement changer notre manière de faire la transplantation. Outre le fait qu'on va augmenter le nombre de greffons, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 150 greffons par an qui sont pas pris du fait de la stéatose, et c'est des greffons qu'on pourra peut-être réparer sur nos machines. La modélisation des processus existants, je rebondis sur ce que tu viens de dire, en elle-même, d'ailleurs, à mon avis, produira des informations utiles, sans même prendre en compte ce qui se produirait si en plus... Déjà, je pense que regarder comment on travaille avec un œil différent du nôtre, c'est indispensable. J'avais cru comprendre que la valeur la théorie de la valeur de l'information permettait une confrontation entre la valeur qui était identifiée et les coûts. Et qu'en définitive, c'était une évaluation ex ante et non pas ex post, qui permettait de décider si l'expérimentation, le genre valait la chandelle ou pas. Et dans ce que vous avez présenté, je ne retrouve pas cet aspect évaluation ex ante. Alors j'ai peut-être manqué une marche. Non, tu as raison. On a fait le choix dans la présentation de ne pas parler de l'expected net benefit, de la confrontation des coûts. J'en ai parlé un tout petit peu à l'oral en disant finalement si on fait le VPI ou si on fait le VSI, on le confronte au coût. Mais après ça, il y a effectivement un autre modèle décisionnel qui est celui de la confrontation de cette valeur-là à la fonction de coût de la production de l'information.
et effectivement de donner finalement le design optimal qui résulte cette augmentation. On a fait le choix de ne pas le faire pour ne pas amener une complexité encore supplémentaire par rapport à ce qui pouvait être dans une première approche des concepts de base, l'autre étant finalement un addendum. Voilà. Mais tu as parfaitement raison, c'est à ça que ça sert, c'est finalement de se dire ex ante, est-ce que finalement cette question-là de la valeur d'information est posée. Et d'ailleurs, ça renvoie à une question qui est assez intéressante, qui est, si on regarde la quasi-totalité des applications de cette démarche-là, elle consiste simplement à jouer sur la précision de l'estimateur, voilà, et jamais sur finalement le déplacement de la centralité ou du paramètre central de l'estimateur. Il n'y a qu'un papier à ma connaissance qui utilise l'avis d'experts pour se dire l'information nouvelle que je vais produire, elle va changer la nature du monde, elle va être une nature différente de ce qui est déjà connu. Ça, je pense que c'est aussi une vraie question de recherche sur la manière d'intégrer quelque chose qui soit autre chose simplement que d'une diminution de variance. Mais voilà, je pense que c'est un vrai sujet. Mais tu as parfaitement raison, mais on assume le choix de le présenter sans mettre ça en exergue, sauf à l'oral, mais simplement pour éviter de complexifier les choses. Oui, évidemment, j'avais une question sur le tout début de votre présentation, c'est il me semble qu'il y a quand même un postulat implicite que toute information additionnelle réduit l'incertitude. Ça ne me paraît pas aller de soi. Non, mais si elle ne la réduit pas, elle n'a pas de valeur. Enfin, si elle ne réduit pas l'incertitude pour la décision, elle n'a pas de valeur. Oui, l'incertitude pour la décision. C'est pour ça que j'insiste bien sur le cadre. On est dans l'analyse de la décision. Il y a eu une discussion très forte avec Philippe Buttel sur cette question. C'est vrai qu'après, il y a des gens qui ont une tentation assez grande de dire finalement c'est des techniques qui peuvent hiérarchiser les projets de recherche académiques. Ça me semble beaucoup plus délicat, parce que là, le fait de changer l'incertitude, d'en augmenter, ça peut avoir une certaine valeur de connaissance. Mais le cadre là qui est posé, c'est bien simplement une incertitude dans la prise de décision. Je pense qu'il faut être assez clair là-dessus, sinon, effectivement, on peut mais il y a une incertitude sur cette diminution d'incertitude. Voilà, ça. Il y a juste un point sur lequel je voulais rebondir, c'est on va mettre beaucoup de technologies sur ces machines, des technologies qui ont évidemment un coût, et il est fort probable que toutes ces technologies ne soient pas indispensables pour pouvoir évaluer la qualité des réponses. Et ce qui va être intéressant, c'est de montrer aussi que ce qu'on va apprendre sur ces machines va avoir un impact sur l'utilisation de la technologie en dehors de la notion de machine de perfusion. Je donne un exemple très concret, le CELVisio, c'est-à-dire l'endomicroscopie confocale, qui est donc quelque chose qui va probablement complètement changer la manière de faire de l'anapathe dans les années à venir. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas utilisé par les anapathes parce que les anapathes connaissent pas l'outil. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des anapathes, le CELVisio, et on va les faire travailler sur la machine. Ils vont donc apprendre à utiliser l'outil, et ensuite le CELVisio sera utilisé non pas sur des machines de perfusion, mais sur des humains à travers la veine jugulaire pour faire des biopsies, pour faire des évaluations histologiques temps réel. Donc c'est ça l'intérêt que ça va avoir aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas uniquement travailler sur une machine de perfusion, c'est aussi travailler sur des outils innovants en utilisant la machine de perfusion comme un banc de test de ces outils innovants et de mieux les utiliser. Et c'est vrai aussi dans le domaine de la pharmacologie, puisque là l'idée c'est de prendre des greffons qui sont en fait des patients, mettre sur des machines de perfusion des foies humains de patients qui sont transplantés par exemple pour un carcinome hépatocellulaire sur une hépatopathie qui n'est pas très grave, et de récupérer cet organe qui est fonctionnellement tout à fait correct, et plutôt que de le mettre en anapathe, le mettre sur une machine de perfusion pour pouvoir tester les médicaments. Donc on va pouvoir complètement changer la manière de faire de la pharmacologie et faire des économies de structure monstrueuses dans le domaine des animaux, etc. Tout ça, c'est intéressant aussi. Il n'y a pas que la machine, il y a ce qu'il y a autour. Une précision sur le projet d'Eric et en fait l'importance qu'on peut y voir aussi. Alors, je profite de ne pas être économiste, mais néanmoins à Hospidemix pour un peu expliquer le parfait parcours. On est vraiment monté à bord du projet d'Eric Vibert et puis on était très heureux que Benoît tu nous rejoignes. C'était vraiment l'idée en fait de positionner l'évaluation économique non pas en aval d'un processus d'innovation, mais là ce que je trouve absolument passionnant, c'est que dans le cadre de CRHU, on va dire que le bateau est à l'eau, moi j'étais déjà très plus optimiste, mais en fait on va avoir différents cas de figure et en fait à chaque fois l'économie et puis l'analyse en termes d'ingénierie industrielle. Je ne vais pas décrire le work package, mais il y a aussi l'économie industrielle. Enfin,
toutes ces approches vont être présentes à différents moments, dans des moments où en fait le rationnel clinique va être, enfin on va être sur la preuve de concept, voire même un peu plus avant, si on a une phase 1, et puis des applications qui seront vraiment très très précoces en pharmacologie. Et donc là il y a aussi une dimension vraiment de projet de recherche à ce niveau-là, c'est qu'on ne sait pas ce qui va pouvoir sortir, mais de cette association à différentes étapes du processus d'innovation en fait, de l'économie et de la science médicale. Une belle conclusion. Je ne sais pas si c'était la conclusion, c'était juste pour...